Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de l'économie. Au sommaire aujourd'hui, la Zambie qui élit ce mardi son nouveau président. L'actuel ministre de la Défense, Lungu, et l'homme d'affaires Hichilema sont les deux favoris. Dans tous les cas, le grand gagnant aura pour objectif de sortir son pays de l'extrême pauvreté. Et puis on s'envolera pour la Guinée équatoriale. C'est là-bas que se déroule actuellement la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Quels sont les enjeux économiques de cette compétition? C'est la question à laquelle on tentera de répondre en seconde partie d'émission. Voilà, mais avant de développer ces titres, on va regarder ensemble ce qui fait l'actualité économique internationale. Et tout d'abord, il y a le FMI qui, à la veille de l'ouverture du Forum économique de Davos, revoit à la baisse la croissance mondiale. En 2015, le PIB devrait donc progresser de 3,5% et en 2016 de 3,7%. C'est donc dans les deux cas un repli de 0,3 points par rapport aux dernières prévisions. L'institution explique que la chute des prix du pétrole ne suffira pas à compenser les faiblesse de la zone euro et le ralentissement chinois. En écoute à ce sujet le directeur général du Forum économique mondial. À long terme, nous voyons une stabilisation de la croissance, mais à un niveau réduit. Cela nous inquiète de plus en plus parce qu'il y aura des effets à long terme sur l'emploi, la croissance et le développement économique. C'est pourquoi ce qui se passe dans la zone euro va être décisif. Dans le même temps, nous devons également nous pencher sur ce qui se passe sur les marchés émergents, bien sûr aussi en Chine. Et justement, mardi, Pékin a publié les chiffres de sa croissance pour 2014, 7,4%. C'est moins qu'en 2013, mais c'est surtout le plus bas niveau depuis 24 ans. Alors la raison, un marché immobilier qui s'essouffle et des exportations qui sont plombées par la morosité internationale. Cependant, le gouvernement se dit satisfait étant donné ses efforts pour rééquilibrer et surtout pour assainir son économie. L'Union européenne restera ferme envers la Russie. Pour les ministres des Affaires étrangères réunis lundi à Bruxelles, il n'est pas question de remettre en cause les sanctions économiques à l'encontre de Moscou. Elles seront assouplies et ensuite levées à condition que les accords de paix signés à Minsk en septembre soient appliqués. Écoutez. Il n'y a pas de normalisation. Il n'y a pas de retour aux affaires comme précédemment, en aucune façon. Il y a une réflexion sur la façon d'utiliser le mieux possible nos outils, notre rôle, en plus des politiques que nous avons choisies dans le passé. Et notez que selon un sondage IFOP réalisé pour La Tribune ce mardi, 64% des Français souhaitent que la France livre ses navires de type Mistral à la Russie. Par ailleurs, 72% des personnes interrogées pensent que le report de cette livraison pourrait nuire à l'industrie de défense française. On en parlait hier, en ce moment se déroule le sommet international sur les énergies renouvelables à Abu Dhabi. Au cœur des discussions, la chute des prix du pétrole puisque celle-ci représente un risque pour les efforts mondiaux qui ont été faits afin de doper la production d'énergie propre et ainsi limiter les émissions de carbone. Mais pour la ministre française de l'écologie, ce risque pourrait devenir une opportunité. On l'écoute. Prendre des décisions à la fois réglementaires, fiscales, stratégiques pour que, au contraire, cette baisse qui donne finalement une bouffée d'oxygène aux entreprises et aux particuliers en termes de récupération de pouvoir d'achat ou de baisse de la facture énergétique extérieure puisse servir de nouvelles marges de manœuvre pour investir dans les énergies renouvelables et dans les économies d'énergie. Et on termine ce tour d'horizon de l'actualité économique avec Facebook, puisque selon une étude du cabinet Deloitte, en 2014, l'activité du géant de l'Internet aurait généré la création de 78 000 emplois en France, des emplois indirects dans les secteurs du logiciel, des applications ou du marketing. Et ce chiffre grimpe à 4,5 millions au niveau mondial. Allez, on part à présent en Zambie où se déroule ce mardi l'élection présidentielle. D'un côté, il y a Edgar Lungu, le candidat du Front patriotique, le parti au pouvoir. Et de l'autre, c'est l'homme d'affaires et opposant Hakainde Hichilema qui défend les couleurs de l'UPND, le parti unifié pour le développement national. Les deux hommes ont évidemment promis de lutter contre la pauvreté. Donc, ce qui pourrait faire la différence, qui pourrait en fait les départager, c'est leur vision de l'avenir des mines de cuivre. Les explications en images avec Anthony Lesme.
C'était le 11 novembre dernier, la Zambie enterrait son président. Démocratiquement élu en 2011, Michel Sata décède à l'âge de 77 ans. Un pouvoir marqué par une dérive autoritaire et des liens resserrés avec la Chine. Dans l'œil de Pékin, les gisements de métaux rares. La Zambie est en effet le 8e producteur mondial de cuivre et 2e d'Afrique. Principale ressource du pays, les minerais se sont retrouvés au cœur de la campagne présidentielle. Président par intérim, Guy Scott a augmenté les taxes pour l'exploitation minière à ciel ouvert de 4 à 8%. Les taxes du sous-sol minier sont-elles passées de 10 à 20%. L'opposition, dirigée par l'homme d'affaires Hakainde Hichilema, veut défaire ces décisions, notamment pour satisfaire la compagnie canadienne Barrick Gold. Le géant minier a en effet annoncé qu'il allait se retirer et licencier plus de 3000 mineurs. En revanche, la Chine a déjà fait savoir qu'elle acceptait le nouveau deal. La taxe de redevance minière de 20% qui a été imposée constitue ce que je définis comme étant une taxe sur le chiffre d'affaires et ne reconnaît pas le coût de production. Et faire une action comme celle-là revient à tuer des mines. Une mine Lumwana menace déjà d'être fermée et si cela arrive, des milliers de Zambiens pourraient perdre leur emploi et c'est inacceptable. Appuyé par l'Église, le parti au pouvoir, le Front patriotique, laisse ouvert la porte du dialogue avec les compagnies étrangères, tout en défendant une répartition plus juste des richesses. Brocardée pour son irrespect du droit du travail, la Zambie est touchée par une grande pauvreté. Selon la Banque mondiale, 70% de la population est concernée, la plupart vivant avec moins de $2 par jour. Une situation que ne manque pas de rappeler Edgar Lungu, le candidat du Front patriotique. Nous voulons atteindre des normes de vie abordables pour chacun et chacune de vous, afin qu'ils soient fiers d'être zambiens. Baisser le coût de la vie, lutter contre le chômage, autant de promesses non tenues par le Front patriotique durant le règne de Michel Sata. Reste que d'autres élections présidentielles et législatives sont déjà prévues pour 2016. Alors, on va continuer à parler de l'économie zambienne. Pour cela, nous sommes en ligne avec Thierry Barbeau, rédacteur en chef du site internet info-afrique.com. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on va revenir sur les mines. On a du mal en fait à comprendre pourquoi le gouvernement qui est actuellement au pouvoir a relevé les taxes. En fait, ça risque de faire fuir les investisseurs, non ? Alors effectivement, ça peut un petit peu faire fuir les nouveaux investisseurs, mais je pense que la stratégie, c'est de réorganiser les investisseurs existants et puis de renouveler en fait ces marchés qui constituent un potentiel de 12 000 salariés sur un pays qui compte 15 millions d'habitants, donc une petite population quand même. Alors, on l'a entendu dans le sujet, la Zambie est un des plus gros producteurs de cuivre au monde. Quel poids représente ce métal dans le pays ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un potentiel économique extrêmement important. Je pense que la Zambie veut plutôt garder la main sur ce marché dans la perspective d'une évolution du cours du cuivre et garder de bonnes relations avec les Chinois. Le cuivre, historiquement en Afrique, avait fait de Mobutu, en République démocratique du Congo, anciennement Zaïre, l'homme le plus riche du monde. Et tout le monde garde cet aspect à l'esprit. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une dépendance à ce cuivre ? Oui, bien sûr, c'est une dépendance, mais je pense que, alors économiquement, ça reste bien sûr extrêmement important, mais il y a aussi une stratégie d'ouverture sur des marchés d'agriculture, des marchés de bâtiments, éventuellement des marchés de nouvelles technologies. Donc il y a aussi, et le tourisme aussi, bien sûr. Donc on essaye de se diversifier, mais on reste quand même très dépendant de ce marché de minerais. Et en 2 mots, on sait que la Zambie est un des pays les plus pauvres du monde. Qu'est-ce que le nouveau président doit faire ou peut faire pour améliorer son économie ? Alors effectivement, lutter contre la pauvreté, bien sûr. Maintenant, il faut effectivement se battre contre les problèmes de corruption et puis développer des partenariats économiques bilatéraux qui vont permettre à des entreprises privées locales d'émerger et de s'introduire sur ces marchés de manière vraiment pertinente et de mieux collaborer avec les populations. C'est vraiment un aspect important. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour ces explications. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour parler cette fois d'un tout autre sujet. Alors elle devait débuter fin novembre, mais elle n'a commencé que samedi dernier, la Coupe d'Afrique des Nations. À cause du virus Ebola, le Maroc réclamait le report de la compétition. En réponse, la CAF, la Confédération africaine de football, a simplement changé de lieu, une décision de dernière minute. Il fallait donc un pays qui disposait déjà des infrastructures nécessaires pour accueillir la CAN dans un délai très limité. Son choix s'est donc porté sur la Guinée équatoriale, un des pays les plus riches du continent grâce à son pétrole, mais aussi un des plus corrompus. Reportage.
Coincé entre le Gabon et le Cameroun, cet État de la taille de la Belgique, qui compte 700 000 habitants, est partagé entre des îles où se trouve Malabo, la capitale, et une partie continentale. Les routes sont flambant neuves, tout comme les stades. L'État est riche. La richesse par habitant est l'une des plus élevées d'Afrique grâce au pétrole. Malabo est le 3e producteur d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria et le Gabon. La Guinée équatoriale a aussi quelques spécificités plus sujettes à critique. Son président est là depuis 35 ans, réélu tous les 6 ans, avec un score compris entre 95 et 99,9% des voix. Dans les rues où la population ne parle pas aux caméras, on n'oublie jamais de lui fêter son anniversaire. Et son effigie s'affiche sur les t-shirts des patriotes. Ça fait très longtemps qu'il est là, parce qu'il réprime systématiquement toute opposition qui se manifeste dans le pays, avec des procès injustes, des arrestations arbitraires. Les personnes qui protestent contre le régime ou qui gagnent en notoriété se retrouvent toutes en prison en Guinée équatoriale. Comme au Nigeria, le pétrole a aussi amené son lot de corruption. Au palmarès des pays les plus corrompus du monde, la Guinée équatoriale est en très bonne place selon l'organisation Transparency International. En accueillant la CAN pour la seconde fois en 3 ans, elle espère modifier son image. Nous aimerions beaucoup que la Coupe des Nations permette de faire un pas en avant. On ne peut pas dire que la Guinée équatoriale brille par le respect des droits de l'homme. C'est l'opportunité de promouvoir une attitude fair play sur le terrain de foot, mais aussi pour les droits de l'homme dans le pays. Probablement un vœu pieux, la précédente CAN n'avait rien changé à part la construction de 4 stades. Alors on revient vers vous Thierry Barbeau pour développer un petit peu plus ce sujet. On vient de le voir dans le reportage, la Guinée équatoriale a déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations il y a peu de temps, en 2012. Est-ce qu'à l'époque elle avait investi beaucoup d'argent pour accueillir cette compétition ? Alors, on estime, mais on n'a pas de chiffre officiel, que la Guinée équatoriale avait investi à peu près 70 millions d'euros, mais c'était à prendre en compte avec les 400 millions qui avaient été investis aussi avec le Gabon, puisque les pays avaient co-organisé cette Coupe du Monde. Et puis, elle avait déjà investi en 2011 avec le sommet des chefs d'État africains, l'UA, et donc les infrastructures avaient déjà été développées. Donc, il y a eu plusieurs investissements successifs. Alors du coup, on imagine que l'équilibre dépenses-recettes de cette CAN 2015 va être très favorable à la Guinée équatoriale puisqu'elle va se servir donc du matériel qui a été construit il y a un petit peu plus de 2 ans. Quelles sont les retombées économiques auxquelles on peut s'attendre ? Alors effectivement, on estime qu'aujourd'hui elle va réinvestir à peu près 20% de la somme qu'elle aurait dû investir si c'était la première fois. Les retombées économiques, par exemple, on l'avait vu sur l'année 2012, c'est à peu près 6,7% du PIB du pays, donc c'est très important sur une année quand même. Maintenant, les retombées les plus intéressantes, elles sont télévisuelles avec la vente des droits, et là c'est pas vraiment le pays qui va les toucher directement, et donc je dirais encore moins la population. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à améliorer la corruption, puisqu'on le sait, le pays est très corrompu ? Alors effectivement, ils sont très visés par des problèmes de corruption. Vous l'indiquez dans votre reportage, c'est un petit peu une quasi-dictature qu'il y a avec le président qui est au pouvoir depuis 35 ans. Je pense que c'est aussi une opération communication pour communiquer sur le développement du pays, son amélioration et la lutte contre la corruption. Maintenant, on va voir ce que ça va vraiment donner. Effectivement, 2012, ça n'avait pas changé grand-chose. Et en ce qui concerne les pays voisins de la Guinée équatoriale, à quelles conséquences économiques on peut s'attendre ? Alors, elles sont vraiment très légères. Il y aura des communications avec, par exemple, le sponsor officiel qui est MTN, qui va beaucoup communiquer. Donc, ça va attirer un petit peu d'impact économique sur les pays limitrophes. Mais la CAN, c'est quand même un événement africain très peu relayé à l'international. Donc, c'est vraiment interne au pays, des droits audiovisuels, mais très peu d'impact sur les pays voisins, hélas, bien sûr. Et une dernière question, Thierry Barbeau, quel est votre pronostic ? Alors, les pays qui seraient susceptibles de gagner vraiment, c'est l'Algérie qui est très bien placée. On espère peut-être un bon résultat pour le Cameroun, mais les 2 anciens historiques dont le Nigeria ne participe pas et le Maroc est éliminé d'office puisqu'il n'a pas reçu la coupe cette année. Merci beaucoup Thierry Barbeau pour toutes ces explications. Et tout de suite, on passe au Media Watch.
Et pour ce Media Watch, on va s'intéresser à la sortie d'un nouveau média, le Monde Afrique, qui à cette occasion a publié une vidéo. Plus précisément, il s'agit d'une animation qui met en évidence des chiffres économiques sur l'Afrique, des chiffres étonnants. Le premier, 30% du PIB du Kenya se fait par transaction sur mobile. C'est un véritable record. Il y a aussi un tiers des réserves minières mondiales qui sont en Afrique. Ça, c'est un petit peu moins étonnant. On l'a vu avec la Zambie et le cuivre. Un troisième chiffre, 25 pays africains connaîtront une croissance comprise entre 6 et 13% en 2015. Il faut savoir qu'aucun autre continent ne fait mieux. Et une dernière donnée assez étonnante, 1 million de Chinois travaillent en Afrique. Voilà, c'est la fin du magazine de l'économie. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. On parlera évidemment du Forum économique mondial de Davos qui ouvre ses portes ce mercredi. En attendant, l'information continue sur i24 News.